je vais dire quelques mots pour vous présenter ce webinaire. Ce webinaire est le deuxième d'une ensemble d'une toute une série. Il fait partie de notre campagne de communication pour avoir un meilleur lait ensemble, Achieve Better Milk Together, chez Vetoquinol. On souhaite travailler main dans la main avec les parties prenantes, que ce soit les exploitants, les agriculteurs, les vaches, les consommateurs, les vétérinaires, donc des vaches plus saines, une meilleure qualité de vie et à garantir la durabilité de la production laitière. Les produits laitiers peuvent vraiment ici, on peut vous aider à avoir des solutions pour vous aider à résoudre les problèmes que rencontrent les exploitants, les agriculteurs, grâce à des diagnostics et des traitements et des protocoles et des données sur les produits relatifs sur la mamite et les outils de gestion pour avoir des services nettement plus attrayants et dispenser des services plus attrayants. Aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est comprendre l'importance de la bactériologie dans la gestion de la mamite. Nos intervenants, Sophie Peepers, de l'équipe MT de l'Université de Ghent en Belgique, chercheuse et enseignante passionnée par la mamite et la qualité de du lait, avec une immense capacité à mettre la connaissance scientifique en pratique. Et Hugh Prison de Cow Signal, une société qui garantit des formations très pratiques et techniques près des vétérinaires et des agriculteurs. Ils peuvent se rendre dans vos exploitations et poser les bonnes questions. Et Hugh, vous avez 20 minutes. C'est à vous. Excellent. Ouais, je suis très content. On a 200 personnes maintenant qui participent au webinaire. C'est excellent. Ces personnes viennent de toute l'Europe. Je suis enchantée d'avoir tant de collègues présents qui peuvent bénéficier de ce webinaire. On va parler aujourd'hui du deuxième point relatif donc au diamant de la santé de la mamelle et du puits. Donc, c'est la pression infectieuse. Comment réduire la pression? Donc, vous imaginez la santé. On a comme un chapeau. Vous utilisez vos deux mains pour trouver la pression infectieuse et la résistance, bien sûr. On va retirer la résistance de la vache, empêcher la résistance et réduire la pression infectieuse, c'est-à-dire avoir moins de pression sur les bactéries et les infections. C'est vraiment le défi que l'on rencontre. Et on a deux jambes. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante la prochaine fois. Donc, comment on peut réduire la pression infectieuse? Eh bien, tout d'abord, la question, vous avez peut-être déjà fait des remarques dans la partie questions-réponses, je peux les voir. Et donc, ça vous permet de taper les commentaires ou les choses que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez ici sur cette vache? Il y a au moins 5 problèmes ici, désastreux, qui créent une véritable pression infectieuse qui l'a fait augmenter. Quel est votre meilleur commentaire? Vous avez bien sûr, vous avez tous vu les mouches. Si vous regardez bien, il y a des mouches ici. On voit du lait qui coule. On voit des onglons qui sont très sales et aussi des bouses qui sont très près des pies. Donc, les onglons sont très sales. Et donc, il n'y a pas de litière. Il y a les bouses, les mouches. La vache est couchée, mais elle est couchée pas sur une litière, c'est très humide. Donc, n'hésitez pas à taper vos remarques dans la partie questions-réponses et j'essaierai de vous répondre. Et n'hésitez pas, vous pouvez aussi taper les questions également. Eh bien, en fait, il s'agit d'une mauvaise litière qui est très peu remplie avec très peu de paille pour la vache, pour qu'elle puisse s'allonger. Donc, là, tout va mal, en fait. Donc, les gens posent des questions pour Sophie. Est-ce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de vaches avec des écoulements de lait sur des litières moins confortables, sur un lit plus épais, une litière plus épaisse, il y a moins d'écoulement? Est-ce qu'il y a plus d'écoulement sur une litière épaisse? Ça dépend vraiment du confort que ressent la vache. On a beaucoup de pression du coup sur le pied. Et s'il n'y a pas de traite, eh bien, on a encore plus de
problème si la traite n'est pas faite à temps. Un autre facteur risque, c'est celui que vous voyez ici à l'écran. C'est ce qu'on appelle les slurry. Donc, voilà, le purin. Il y a deux risques pour que ça puisse infecter les onglons. Donc, comment la bactérie va rentrer dans le pis, mais aussi les purins va d'abord être en contact avec les onglons et du coup, cela peut infecter l'onglon et du coup, la partie inférieure du postérieur de la vache est touchée, ce qu'on appelle un tsunami de merde, hein, comme je dis clairement. Donc, le purin et donc le booze, on a une mixture d'urine et de bouse. C'est très mauvais pour les onglons de la vache. Le purin colle aux onglons. Voilà, ça, vous voyez, ça va réduire la résistance de la vache. Et aussi, vous avez les pieds qui vont être très sales. Si les jambes, les antérieures et les postérieures sont très sales, du coup, ça peut toucher directement le pied quand la vache se couche. Et du coup, on a l'infection directe. Le purin, c'est mauvais. Le facteur de risque aussi, c'est la litière. Donc, ils ont mis de la paille, mais elle n'est pas géniale. Elle aurait pu être plus épaisse. La dernière fois, je pense qu'il faut éviter d'avoir ces formes de matelas. C'est pas vraiment confortable pour la vache. Et du coup, également, ça affaiblit leur résistance. Il faut avoir des litières assez épaisses. Et certains agriculteurs ont de très bons résultats avec des systèmes de litière nettement plus épais. On retrouve des numérations cellulaires qui sont moindres. Et à Berlin, dans les exploitations avec des numérations cellulaires assez basses, on retrouve, il y a aussi des systèmes de litière en granit et c'est nettement plus propre. Donc, on peut avoir une litière épaisse avec de très bons résultats. La même chose, si tout soit bien sec et bien nettoyé. Hein. Ici, c'est sale et humide et il y a du purin sur les pieds. Donc, c'est un grand risque, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien si vous raclez. Voilà, si vous raclez, si vous avez un système de raclage ici, eh bien, la vache peut marcher dessus, puisque normalement, le purin va s'écouler au milieu de ce système, parce que du coup, ça permet d'éviter le tsunami de merde, enfin de purin, puisque c'est très mauvais pour les onglons, et bien sûr, cela risque d'entraîner une infection des pieds. Donc voilà, vous avez cette petite grille hein, où tout va s'évacuer. Autre question, le mieux, c'est de mettre du sable aussi, puisque ça permet de bien drainer les choses. Si vous avez des écoulements, on ne les retrouve pas après. S'il y a du sable, c'est qu'on observe après 10 ou 15 ans. Ils enlèvent le sable, ils nettoient à fond, parce que c'est sale. Donc, après, quand on met du sable, il faut vraiment nettoyer de façon approfondie parce que sinon le sable va rester. Il faut bien nettoyer la couche supérieure et la couche inférieure. Donc, le sable, c'est pas forcément le mieux parce que le lait va s'écouler. Bien sûr, les sabots vont être plus propres, mais aussi les vaches vont pouvoir se déplacer plus facilement. Généralement, la résistance est meilleure sur le sable, mais quand même, il y a une impression au niveau des infections. Et c'est intéressant, là, quand on regarde donc, la traite, la zone de traite. Donc, les bactéries s'écoulent dans ce canal, donc elles peuvent se retrouver là sur la litière dans la saleté. Et donc, il faut aussi faire attention à la salle de traite. Donc, l'environnement est contagieux. On n'est pas sûr qu'il n'y a pas de bactéries parce qu'il y a pas mal de souches que l'on retrouve. Donc, mais c'est la spécialité de Sophie qui va vous en parler tout à l'heure, les souches de bactéries. Donc, la mamite est contagieuse. Donc, vous avez une vache sale ici.
qu'on est en train d'essuyer. Et il ne porte même pas de gants ici, l'agriculteur. Là, on retrouve une litière propre et un onglon propre, donc c'est nettement mieux comme environnement. Et aussi, il faut une bonne ventilation avec de l'air frais. Comment on peut réduire la pression infectieuse? Eh bien, c'est simple. Il faut avoir toutes les secondes, il faut avoir, en fait, toutes les minutes, il faut avoir de l'air frais, une bonne ventilation à chaque endroit. Il faut un flux d'air de 1 mètre tous les 1 mètre. Donc l'air doit être ressorti doit ressortir du bâtiment et l'air sec doit pouvoir rentrer toutes les minutes à chaque mètre. Et 1 mètre. Dans certains pays en Europe sont plus chauds que les Pays-Bas, même aux Pays-Bas, on a 6 ou 7 mois d'air frais qui est envoyé donc, dans le barn, dans l'étable. Aujourd'hui, on a encore 14 degrés, on a toujours les ventilateurs qui fonctionnent. On a 14 à 16 degrés en ce moment, donc on a toujours les ventilateurs qui tournent actuellement. Donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est vraiment important d'avoir cet air qui est renouvelé constamment. Si vous n'avez pas suffisamment de ventilateurs, il n'y a pas suffisamment d'air. Souvent, on n'a pas suffisamment de vent et s'il n'y a pas de vent, donc le bâtiment n'est pas bien aéré et ça cause vraiment un problème. Pour certains, bien sûr, les ventilateurs, c'est un luxe, mais à mon avis, c'est essentiel, surtout si on a des litières assez épaisses, on veut que la litière reste relativement sèche, le plus sec possible, en fait. Aujourd'hui, je me suis rendue dans une exploitation de vaches laitières. Et ils avaient vraiment des problèmes pour réduire la numération cellulaire, donc ils rencontraient pas mal de problèmes. Et si on regarde les bactéries, donc on a ces bactéries, on peut les lire. J'imagine que vous avez entendu parler du staphylocoque doré, c'est très mauvais. Et donc, vous voyez, donc un pis. Et si un pis est contaminé avec le staphylocoque doré avec une vache, eh bien, les 6 vaches suivantes peuvent également être contaminées par cette vache puisque la bactérie reste. Et les 6 vaches suivantes qui vont être traites, eh bien, vont récupérer cette bactérie. Et c'est intéressant de voir ce que l'on peut faire pour éviter cela. Et il faut savoir quelle vache est touchée par le staphylocoque et le doré. Donc, vous voyez le staphylocoque doré, des bactéries qui sont répandues en fait par les mains du professionnel qui fait la traite ici. Et c'est répandu ici dans l'étable, c'est lié principalement à l'environnement. Oh, excusez-moi, j'ai été un peu trop rapide là. Ce sont des bactéries environnementales. C'est ce qui se produit en fait actuellement dans l'étable. Donc, pourtant, ici, on a des sols très propres et l'air est très propre. Donc, il faut vraiment s'assurer que le bâtiment est le plus propre possible. Je sais que c'est difficile de garantir cela. C'est très difficile. Les exploitants travaillent très dur pour que ça reste très propre. Mais ils peuvent se permettre de bien nettoyer, mieux faire leur travail parce qu'ils ont moins de vaches malades. Donc, ils ont plus de temps pour pouvoir mieux nettoyer, voire 4 fois par jour, à refaire les litières en approfondi 1 fois et 3 fois rapidement. On retire les bouses le midi. Et avant de partir déjeuner, on peut rapidement faire un petit tour dans l'étable. C'est la troisième tournée. On nettoie rapidement. Et ça vous permet vraiment de réduire largement la numération cellulaire. Ensuite, le soir, vous nettoyez rapidement. Là, généralement, il faut une dernière tournée vers 9-10 heures avant d'aller se coucher. Et ils enlèvent un petit peu les bouses. Ils retirent les bouses. Et si vous faites un troisième nettoyage ou un quatrième nettoyage, vous allez voir comment vous allez pouvoir réduire la numération cellulaire de façon très importante. Donc, pour le Staphylococcus aureus, on le retrouve dans les litières avec la paille. C'est une bactérie intéressante qui peut faire des choses assez bizarres. On ne l'aime vraiment pas. Et bien sûr, les litières en paille peuvent être très bien, très propres si la partie supérieure est bien sèche. Mais si c'est un peu humide
Et si vous vous agenouillez dans la dans la paille, pardon, vous allez remarquer que ça ne va pas. Et il y a un Néerlandais m'a dit qu'il fallait qu'il enlève ses vêtements, il se roulait dans la paille tenue, et s'il n'avait pas de paille qui lui collait sur son corps, eh bien, ça signifiait que c'était sec et que c'était bien. Bon, vous n'avez peut-être pas besoin de vous mettre tout nu pour voir si c'est bien sec, parce qu'il faut s'assurer vraiment que la paille est bien propre et sèche pour éviter la prolifération de bactéries. Donc, on a l'évaluation d'hygiène avec des notes ici, des notes d'hygiène. C'est très intéressant. Là, les numéros 1 et 2 sont excellents, avec très peu de problèmes. On réduit largement le risque. Donc là, les antérieurs, les jambes sont nettement plus propres. Et il y a nettement moins de boue sur la vache. Par contre, on en voit sur la partie postérieure de la jambe. On imagine qu'il y a peut-être une diarrhée. S'il y a beaucoup de diarrhée sur la partie postérieure, ça signifie qu'il y a peut-être un, un risque d'infection et un problème donc de santé des lamelles. Donc, on va parler un petit peu maintenant encore des litières. Les litières vertes, j'imagine que ça peut s'avérer parfait, mais ça peut être difficile aussi. Si vous avez des litières vertes, si vous avez des remarques à faire à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans le chat de Zoom. Mais 36%, c'est ce qu'il y a de mieux. On a une machine qui permet de retirer la partie humide. Et il faut avoir 36% maximum d'humidité. Et il faut avoir une séparation de la partie sec et humide, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça descende. Il faut avoir 60% de matière sèche, en fait. C'est l'idéal. Comment on peut avoir cela dans la litière? Il faut réduire les risques un maximum. Et il faut qu'il y ait un nettoyage qui se fasse peut-être tous les 2 heures, même toutes les demi-heures, avec un système de filtration qui permet d'évacuation du purin. Et vous pouvez, quand vous faites la traite, vous refaites la litière et vous pouvez sécher rapidement la partie supérieure de la litière. Donc voilà. Et ici, il n'y avait pas suffisamment de litière. Et là, vous voyez le sol. Et c'est assez humide, comme vous voyez, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure chose à faire, c'est 3 fois par semaine, vous allez complètement racler, faire à fond avec vos doigts, en fait. Vous passez vos doigts sur la petite grille et vous raclez et vous mettez 5 centimètres à peu près de nettoyant et vraiment de sanitaire pen ou quelque chose comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble. Et ça fonctionne très bien. Et en Allemagne, ils utilisaient au début du sable. Ensuite, pour des raisons environnementales, ils sont revenus à la litière verte. Mais ils étaient très contents avec le sable et c'était pas super avec les litières vertes parce que ça avait augmenté la numération cellulaire. Mais ils sont retournés au sable pour réduire cette numération cellulaire. Mais ils devaient nettoyer à fond 3 fois par semaine. Donc, chaque système fonctionne. Si vous avez une litière verte, il faut faire du racking 3 fois par semaine pour avoir des résultats optimaux. Mais si vous le faites qu'une fois par semaine, ça peut fonctionner, mais si vous changez complètement la litière, il faut avoir un maximum d'air qui rentre dans le bâtiment. Donc, voici une exploitation typique néerlandaise. Je vous l'avais montré la dernière fois. Donc, la litière est en sable, c'est de grande qualité et il n'y a pas de barrière. Donc, les vaches peuvent sortir comme elles le veulent dans le champ. Il n'y a pas de vent, mais on peut avoir de meilleurs résultats. On n'a pas besoin d'avoir un ventilateur ici on pourrait avoir. Parfois, on rajoute quand même des ventilateurs sur cette partie-là s'il n'y a pas de ventilation suffisante. Donc, ça envoie l'air dans cette direction, dans ce sens. On les place ici. Donc, ce sont des ventilateurs d'à peu près 12 mètres. Ensuite, on met un autre ventilateur ici
Donc, quand il n'y a pas suffisamment de vent qui vient du champ, enfin, d'extérieur. Et chaque vache a une litière très agréable, très fraîche, à la bonne température et sèche surtout. Donc, il faut vraiment faire de votre mieux pour éviter les bactéries un maximum dans les zones de repos de vaches. Il faut bien sécher les litières, même avec un ventilateur ici au milieu. Il peut toujours y avoir des turbulences pour les vaches qui se trouvent à proximité des ventilateurs. Si on envoie de l'air de ce côté, on peut avoir de l'air qui sort de ce côté. Et on a fait des tests de fumée. Ça peut fonctionner, mais le mieux, c'est d'avoir 2 rangs de ventilateurs qui soufflent de l'air dans la partie longitudinale de l'immeuble. Parfois, on comprend mal, du bâtiment. Parfois, on comprend mal comment ça fonctionne. Donc, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits où on a déposé des ventilateurs pour vraiment assurer une bonne circulation et l'évacuation de l'air. Dans l'hiver, bien sûr, il nous faut un flux d'air et on le voit ici, là. Donc là, le climat est relativement agréable, enfin cool, tempéré. Donc, on doit fermer. Au Canada, quand il fait -30, il faut quand même parfois ouvrir les tables pendant une demi-heure pour vraiment réduire l'humidité un maximum. Donc, chaque vache boit 100 litres d'eau et boit 30 litres, et produit 30 litres de lait. Donc, on a 7 litres par vache. Donc, le flux est très important. Le flux d'air est très important. Donc, d'autres choses par rapport à la traite, à la salle de traite, il faut bien nettoyer les pies, des pies en bonne santé avec des gants propres, des serviettes propres. Vous voyez la personne ici, elle nettoie la treilleuse manuellement. C'est une bonne habitude à prendre, surtout quand une vache est atteinte d'un staphylocoque doré. Vous mettez un marqueur ici, et vous nettoyez bien. Vous pouvez avoir 5, sinon vous risquez de contaminer 5 ou 6 vaches. Donc, pour les gens qui ont un système automatique, comment on peut garantir l'hygiène de ces rayons? Eh bien, il y a différentes techniques. Il y a un système d'aspiration. C'est très important d'avoir des gants et une serviette propre pour bien facilement nettoyer vos mains. Et bien sûr, donc une treilleuse propre. Donc, la procédure d'exploitation, là, on a 3 différentes personnes qui travaillent. On a une machine de brossage automatique, de nettoyage, une machine avec des brosses où l'on peut mettre 4 crayons et les nettoyer en 5 secondes. Ça se marche avec ou sans eau. N'hésitez pas à poser des questions à Sophie. Donc, on peut utiliser cette machine avec de l'eau. Ça envoie beaucoup d'eau sur le pis, mais si ça ne sèche pas, et ben, du coup, ça va créer, ce n'est pas génial pour ça risque de créer des bactéries. Donc, je recommande de faire ce que cette personne est en train de faire sur la photo. Donc, il faut une préparation des pis, bien sécher le pis. Donc, voilà, on trempe le pis et on brosse tout. Mais il ne faut surtout pas oublier de sécher, sinon ça ne sert à rien. Donc, pour résumer ici cette personne, il y a un facteur de risque ici que l'on retrouve. C'est une bonne question, on vient de me demander. C'est une question pour Sophie. L'eau, est-ce que ça suffit? Ça permet de faire partir les bactéries. On a beaucoup de fermes où ils ont ces systèmes avec de l'air et de l'eau qui permet de réduire dans le facteur de risque. Si on nettoie bien tout, ça peut vraiment et beaucoup nous aider. On n'a pas besoin de désinfecter. D'autres prennent de l'eau à 80 degrés et pour bien nettoyer, et le système nettoie avec de l'eau très très chaude. Même l'eau froide peut aussi très bien fonctionner. Une petite erreur, c'est que cet homme, voyez là, il y a l'eau sale ici.
si une vache est en train de déféquer, eh bien, il y a du purin qui peut tomber facilement là-dedans. Je pense qu'il faudrait mettre ça un petit peu plus éloigné. Il faut que ce soit un peu plus éloigné parce que si jamais une vache se met à déféquer. Mais cependant, ça reste quand même un bon système. Et euh, ça m'a permis de mieux préparer les vaches et de réduire la numération cellulaire. Donc, c'est un bon système de préparation. On a cet outil très simple que l'on peut utiliser pour nettoyer donc la treilleuse. Voilà, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et il le nettoie avec on peut, ça sèche rapidement. On peut tout nettoyer la treilleuse vraiment avec un jet d'eau, tout simplement. Donc, voilà, c'était ma présentation sur la pression infectieuse. Je ferais mieux de m'arrêter maintenant. On va passer la parole à Sophie. Sophie. Bonjour, Sophie. Merci beaucoup. Très bonne présentation à nouveau. Et maintenant, on va passer la parole à Sophie. Sophie, merci beaucoup. Vous pouvez voir l'écran? Très bien, c'est parfait. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Eh bien, dans les 20 prochaines minutes, j'aimerais vous expliquer comment on peut mettre en place des diagnostics pour la gestion de la santé des mamelles. Donc, mon collègue en a déjà un petit peu parlé. Donc, on va continuer. Il y a 3 points, différentes techniques. J'aimerais parler de ces techniques, mais très brièvement. Je ne vais pas aller dans les détails. Je vais juste vous donner quelques petits exemples. La mise en place pratique et ensuite des messages que vous pourrez garder donc, pour votre pratique. Donc, les différentes techniques là, il s'agit d'une mise en culture bactériologique. C'est l'une des méthodes les moins coûteuses. Là, on utilise une gélose avec du sang sur un gramme positif et un gramme négatif. Et donc, ça va, des champignons, donc des bactéries vont pouvoir, des germes vont croître sur cette gélose et c'est associé avec une plaque de McConkey qui comporte uniquement des bactéries et grammes négatifs qui vont pousser. Donc, ça dure de 24 à 48 heures. S'il y a déjà un E. coli visible après 12 heures, mais généralement 24-48 heures, c'est la durée idéale en fonction des germes que vous souhaitez identifier. Et il faut aussi un temps d'incubation à 37 degrés, enfin, une température d'incubation. Bien sûr, vous pouvez utiliser des géloses plus sélectives où on a besoin de moins de tests pour avoir un diagnostic final. Par exemple, vous avez trois parties dans 3 cas, un pour les bactéries à gram négatif, l'autre uniquement pour les staphes, pour faire pousser, croître les staphes, et un secteur qui concerne uniquement les streptocoques, la cultivation des streptocoques, la culture des streptocoques. Avec les changements de couleur, on peut faire la différence entre l'E. coli et d'autres forme non E. coli et mieux visualiser, voir si c'est un staphylocoque doré ou un streptocoque. Donc, cela vous permet d'établir un diagnostic rapide. Et comme vous voyez, il y a plein d'autres options mises à disposition ici pour vraiment bien sélectionner, donc identifier chaque chose. Le système MS, ce n'est pas un instrument que vous pouvez mettre dans un cabinet vétérinaire, mais bien que beaucoup de professionnels ont ce système MALDI-TOF. Je l'ai mis ici parce que c'est en fonction du pays. Si vous avez un MALDI-TOF, il faut toujours les résultats de la culture et il faut toujours pouvoir lire. Et l'identification automatique sera effectuée par le système MALDI-TOF. Et comme vous voyez, ça fonctionne avec un laser qui va charger les protéines et les bactéries en fonction de la vitesse à laquelle le détecteur peut identifier différents patterns liés à différentes bactéries. Donc, c'est lié à des patterns bien spécifiques à chaque bactérie en fonction de la vitesse à laquelle les molécules sont repérées par le détecteur. C'est objectif. Dans le système, c'est plus objectif que la culture de bactéries classiques. Et il vous faut toujours les résultats de mise en culture. Donc, il faut toujours attendre
24 heures d'incubation pour pouvoir avoir des colonies. Ensuite, par exemple, les Mastaplex, beaucoup de sociétés veulent avoir un test qui est fiable et bon, qui peut être utilisé sur les exploitations, qui est facile à utiliser pour avoir une lecture nettement plus objective et une bonne identification des bactéries par rapport aux mises en culture classiques. Donc, c'est l'un des systèmes qui existe pour les bactéries. Ça permet d'identifier les bactéries surtout pour distinguer les grammes positifs et les grammes négatifs en termes de bactéries. C'est très, très bien ça. Et, grâce à ce test, on peut voir la concentration en inhibiteurs, etc. Donc, les résultats sont disponibles après 24 heures. Vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances sur les en bactériologie. La lecture est faite automatiquement sur la base des changements de couleur et grâce à un algorithme. La semaine prochaine, ou cette semaine d'ailleurs, ce sera lancé en France grâce à Vetoquinol. Et si vous avez des questions, vous pouvez rencontrer des experts qui vous expliqueront tout à ce sujet. Le PCR, donc la réaction chaîne de polymérase, là, on ne va pas identifier la bactérie en elle-même, on va identifier l'ADN de la bactérie. Donc, ils vont répliquer l'ADN présente dans l'échantillon sanguin et ces souches peuvent venir de lait infecté, de bactéries présentes dans le lait. Mais bien sûr, il est également possible de détecter l'ADN lié à l'environnement, de la peau de la mamelle. Ça permet d'identifier les ADN qui sont détectés dans l'échantillon. Et plus il y a de l'ADN dans le premier échantillon, plus est bas le nombre de cycles de réplique nécessaires à identifier l'ADN. Donc, si vous avez par exemple un cycle assez bas, donc, là, ça signifie que la concentration initiale était assez élevée. On a beaucoup d'ADN de cette bactérie spécifique. Et si on a beaucoup de cycles pour détecter l'ADN, ça signifie qu'on a une concentration relativement basse dès le début dans le premier échantillon, mais ça ne va pas détecter immédiatement la bactérie. Donc, c'est vraiment l'ADN qui est visé ici. Donc, aujourd'hui, il y a également un système qui s'appelle Acumen, détection Acumen. Ça vient des États-Unis. C'est une technique de PCR qui peut être utilisée sur l'exploitation. Et là, on l'a retrouvé dans 2 cabinets de vétérinaires qui l'ont essayé en pratique, en exercice, pour voir son niveau de performance et voir comment ça fonctionne. Donc, que ce soit au niveau de l'exploitation dans la clinique. Donc, on peut voir les points positifs et négatifs du PCR. Point positif, résultat rapide, pas besoin de mise en culture, puisque ça permet de détecter l'ADN. Donc, on a le résultat en 3 heures. Les kits PCR disponibles sont pour la détection des staphes et des staphylocoques dorés. Donc, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de données scientifiques aujourd'hui par rapport à la sensibilité, mais comme vous pouvez le voir, beaucoup de sociétés souhaitent avoir un système comme celui-ci qui est facile d'utilisation et qui permet vraiment d'avoir des résultats performants sur l'exploitation. Donc, mise en culture ou le PCR, qu'est-ce qu'on préfère? Cela dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Je vais en parler dans la section suivante, dans la rubrique suivante, pour vous donner des petites différences en cas de mise en culture de bactéries, surtout si vous utilisez les géloses non sélectives, vous pourriez identifier une vaste gamme de bactéries, un vaste éventail de bactéries. Si vous utilisez des géloses, parfois l'éventail de bactéries peut être relativement basse, mais généralement on a un bon éventail de bactéries avec les PCR. Donc on va travailler sur les primers, ce qui est inclus dans le kit. Si vous souhaitez répliquer l'ADN, il vous faut des primers. Et si certains primers pour certaines bactéries ne sont pas présentes, vous n'allez pas être en mesure de détecter l'ADN de cette bactérie spécifique. Alors, moi, ce que je propose, le microplasme, dans la mise en culture de bactéries, ça prend plus de temps, il faut des conditions bien spécifiques, alors qu'avec un PCR en temps réel, vous avez une identification immédiate, donc c'est nettement plus simple. Donc, selon notre expérience, on observe une différence dans l'interprétation, surtout
Si vous avez une mise en culture classique, il faut une certaine expérience, le niveau de sensibilité est un petit peu plus bas aussi, en plus de faux négatifs dans les résultats sur la mise en culture des bactéries. Et aussi au niveau de résultat, le niveau de production, d'efficacité. Quand est-ce que j'ai mes résultats une fois que l'échantillon est déposé au laboratoire? Quand est-ce que j'aurai mon résultat? Ça peut durer 24 à 48 heures d'attente, ce qui est alors que le PCR, c'est plus rapide. La viabilité, si vous utilisez un PCR, c'est l'ADN qui va être détecté et identifié afin que l'ADN peut venir de bactéries mortes ou vivantes. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une fiabilité exacte en temps de PCR en temps réel, puisqu'il n'y a pas de croissance, de mise en culture de bactéries. Si vous pouvez faire une mise en culture, vous faites une mise en culture classique ou ici le Movitof, le système Movitof. Dans ce cas, vous pouvez faire aussi des tests de sensibilité microbiale ou si vous avez un cas de mamie, vous pouvez voir les concentrations d'antibiotiques. Pour un PCR en temps réel, vous pouvez détecter le gène de la bêta-lactamase, mais ça ne signifie pas forcément qu'il y a une résistance. Et aussi dans les primers, on voit des différences. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Qu'en est-il de la mise en place pratique? Eh bien, je vois 4 points. Surveiller et tester. Prévention, c'est quelque chose dont Joup a parlé beaucoup. Et ensuite, le traitement des vaches taries. Donc, traitement de la mamie clinique et le traitement de la vache tarie. Donc, on en parlera pendant le prochain webinaire. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui, sauf s'il y a des questions très spécifiques à ce sujet. Non, moi, je vais me focaliser sur la surveillance, les tests et un petit peu également sur la prévention dans le cadre du suivi, comme Youp l'a déjà expliqué. Donc, surveiller et tester bien, au niveau du troupeau et au niveau de la vache individuelle. Au niveau du troupeau, on peut faire une mise en culture du lait brut. Donc, c'est ce qu'on fait aux Pays-Bas. Donc, là, ils ont mis en place un test où on peut déterminer et identifier les bactéries dans le lait brut, dans le lait en gros. Donc, différentes bactéries ont été sélectionnées. Et ils ont pu voir s'il y avait des colonies. Donc, ils le font par exemple chaque mois. Ça permet de mieux surveiller le lait disponible en gros. Ensuite, il y a un scoring qui est fait pour chaque bactérie en fonction du nombre de colonies détectées et trouvées. Ensuite, on a le score total à la fin et on peut voir si c'est rouge, ça signifie que c'est un problème urgent. Si c'est vert, tout va bien, c'est positif. Et il ne faut pas vous inquiéter trop. Si c'est jaune, orange, vous vous situez entre les deux. C'est surtout quand c'est rouge, il faut une action immédiate. Donc, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est le test par le PCR. C'est ce que l'on fait, par exemple, en Belgique, quand on parle d'une surveillance régulière au niveau du troupeau. Là, il n'y a pas de mise en culture, pas de bactéries, c'est juste l'ADN que l'on va essayer d'identifier. Et si vous avez le système triple, ça signifie que la concentration d'ADN pour le streptocoque, là, le niveau est élevé, donc on n'a pas besoin de beaucoup de cycles pour détecter l'ADN à un certain niveau. Vous voyez le nombre de cycles ici à droite, et c'est plus bas pour le streptocoque Bisolacti par rapport aux espèces Klebsiella. Et là, on a une basse concentration puisqu'il nous faut davantage de cycles pour détecter l'ADN quand on a de la Klebsiella qui a été identifiée. Donc, c'est une possibilité de le faire à travers un test PCR si c'est mis à disposition. Quelle est la valeur de cette analyse du lait du troupeau? Ça dépend de la bactérie. Il y a 2 points dont il faut tenir compte, c'est la répétabilité. On peut le répéter. Donc, on a repéré une bactérie spécifique ou l'ADN d'une bactérie spécifique dans le lait en gros. Et si on répète cela et si on retrouve à nouveau et aussi le nombre de vaches, par exemple, le Streptococcus uberis, oui, bien sûr, il se répète facilement. On l'a observé dans la recherche. S'il a été détecté, on risque de le retrouver encore si on fait un nouveau test. Et on remarque également que beaucoup d'exploitations se
positif au streptococcus dans le lait. En gros, aussi d'autres ont des problèmes de mammites à cause du streptocoque uberis. Donc là, c'était le streptocoque uberus. Donc la valeur de l'analyse est basse comparée au mycoplasme, au streptococcus à Galatia, pardon. Si on le retrouve dans le lait, en gros, il y a une forte chance que l'exploitation ait des problèmes de mammites entraînés par le mycoplasme et le streptococcus aplaglaxi et risque de se reproduire. Donc, si on le retrouve, ça signifie que l'exploitation laitière a un problème de mammites. Il faut mener un autre test et s'assurer qu'on ne le retrouve plus. Donc, la valeur ajoutée de l'analyse au niveau du troupeau est nettement plus élevée. On retrouve des pathogènes de mammites, de mycoplasme et le Staph aureus. Et aussi, vous trouvez les pathogènes de la mamite dite environnementale. Et puisque là, les bactéries peuvent venir de la peau, des mamelles, des mains, une fois que le lait a été évacué de la vache. Enfin, traite. Une fois que la vache a été traite. Donc aussi, pour les vaches, donc souvenez-vous de l'exemple précédent dans d'autres webinaires, les exploitants. Ici, vous voyez une augmentation impressionnante. Un mois plus tard, après l'achat de la vache, d'une vache, une numération cellulaire qui augmente un mois plus tard, même si la vache a été testée et surveillée. Si vous avez accès à un PCR, c'est excellent. Ensuite, vous pouvez prendre des échantillons individuels des vaches achetées qui viennent d'arriver, vous les envoyez au laboratoire et ils peuvent les rassembler dans le laboratoire, toutes ces vaches qui ont été achetées. Seulement, ils vont tester davantage, ils vont reprendre le groupe positif, ils vont tester individuellement chaque vache, voire chaque cas individuel. Donc voilà, on parle d'un test individuel. Et vous pouvez tester même 4 quartiers en une fois pour un animal. Et le PCR est la meilleure option ici. Donc la surveillance d'une vache qui vient d'arriver, donc des vaches qui sont infectées pendant la période de tarissement. Mais on observe cependant une baisse de la numération cellulaire. Et ces vaches vont encore véler. Elles ne sont pas forcément guéries. Et si vous ne faites pas attention, elles vont encore commencer à répandre la bactérie dans l'exploitation. Souvent, ces jeunes vaches, c'est leur première lactation. Donc, c'est plus risqué. Donc, par rapport aux autres vaches, du coup, il faut bien suivre les vaches qui ont une numération cellulaire assez élevée avant le tarissement. Après le vélage, vous pouvez prendre des échantillons et effectuer des PCR ou des mises en culture. L'avantage du PCR, vous pouvez le faire, vous avez moins de faux négatifs et vous pouvez rassembler les tests. Avec une mise en culture, vous avez plus que de risques de faux négatifs et vous devez attendre 3 jours, peut-être un petit peu plus parfois après le vélage si vous ne voulez pas avoir de problème. Mais c'est vraiment une bonne façon quand même de faire des diagnostics quand on souhaite gérer les mammites. Ensuite, la prise de décision par rapport aux mammites sous-cliniques, les deux avantages si vous prenez des échantillons de lait de vaches séparées. Tout d'abord, vous savez quelle est la bactérie qui a entraîné la numération cellulaire élevée. Qu'est-ce que je peux faire de cette vache? Est-ce que je vais traiter cette vache en lactation? Est-ce que j'attends tarissement? Est-ce qu'il y a davantage de besoins? Est-ce que c'est un cas perdu et je ne fais aucun effort par rapport à cette vache, je ne fais rien d'autre? C'est déterminé en fonction des résultats de la mise en culture, tout cela. Et si vous avez les résultats de la mise en culture, si vous associez tous ces résultats pour une exploitation, vous pouvez les utiliser pour adapter vos mesures de prévention dans l'exploitation. Et est-ce que c'est principalement l'environnement? Donc voilà, c'est bien. Bien sûr, si la vache a une numération cellulaire élevée, si elle ne guérit pas, quelle est l'autre possibilité? Eh bien, pas beaucoup de possibilités. Si vous ne faites pas les tests pendant la lactation, du coup, elle devient infectée de façon chronique et elle ne va jamais être guérie. Et il faudra s'en débarrasser. Donc, c'est toujours bien, quand vous avez une numération cellulaire élevée, il faut prendre des échantillons de lait chez ces vaches et adapter le programme et les mesures de prévention. Quelques mots sur la prévention.
Comme je l'ai dit, comme Youp l'a déjà dit, environnement contagieux versus environnement, ce n'est pas si noir et blanc. Ça varie. Comme Russell l'a expliqué aux Pays-Bas, quand on observe la streptocoque toujours à 100% contagieux, mais il faut faire attention en fonction des derniers résultats de recherche. Est-ce que c'est toujours comme ça? Par exemple, le Staph aureus, on observe davantage de souches contagieuses dans la nature, mais dans certains cas, certaines souches sont liées à des pathogènes environnementaux. On observe que pour la Klebsiella, c'est souvent lié à des pathogènes environnementaux, mais aussi contagieux. Donc, en pratique, je dois dire que ce n'est pas noir et blanc l'approche. Enfin, si, pardon, l'approche noir et blanc, pardon, est la bonne approche. Excusez-moi. Pour le staphylocoque, alors je vais y revenir. Pour les staphylocoques non aureus, on parle d'un groupe hétérogène de staph et ils sont déjà plus contagieux par nature. Donc, comme Youp l'a expliqué, si on parle d'une mamite contagieuse, la transmission est très importante. Si on parle d'une mamite environnementale avec un problème d'hygiène, d'entretien des mamelles et les problèmes d'immunité, donc il faut faire attention, il faut se pencher dessus. Si vous faites une mise en culture pour les vaches, sur les bactéries des vaches avec une mamite sous-clinique, vous prenez les données liées à cette vache et si vous les associez, si vous les stockez toutes ces données, ensuite vous pouvez voir quel est le type de bactéries le plus commun sur. Est-ce que c'est une transmission contagieuse ou est-ce que c'est environnemental? Et en fonction de ça, vous adaptez votre programme de prévention. Ici, vous avez beaucoup de pathogènes contagieux qui entraînent de la mamite, Donc voilà, c'est important. Vous adaptez en fonction de ces résultats. Enfin, un dernier mot concernant le staphylocoque aureus. Comme vous voyez, on a plusieurs espèces. Là, c'est une version très limitée, mais si vous voulez travailler avec le système MALDI-TOF, vous pouvez avoir plusieurs éléments. Ça ne se limite pas seulement au staphylocoque non aureus, vous allez avoir l'espèce précise. Si vous regardez dans la recherche, vous observerez que certains staphylocoques non aureus sont souvent isolés. On les retrouve dans l'environnement, comme l'a dit Youp. Il y a beaucoup d'autres qui sont liés à l'environnement, qui peuvent causer des infections, mais ils peuvent être isolés du lait. On a aussi d'autres sont retrouvés dans l'environnement, on les retrouve très rarement dans le lait et ils se développent dans l'environnement. Donc, ils ne se transmettent pas entre les mamelles, entre une vache à l'autre. Si vous prenez des échantillons de lait, vous allez trouver des pathogènes et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne traite pas, il suffit de laisser les animaux comme ils le sont. Mais si vous avez accès au MALDI-TOF, si vous utilisez cette classification, vous pouvez avoir une idée de quelle est la cause principale des infections sur cette exploitation. Est-ce que c'est contagieux ou est-ce que c'est lié à l'environnement? En utilisant les informations relatives aux non-aureus, aux staphylocoques non-aureus, ça fonctionne sur toutes les exploitations. Vous avez des échantillons, utilisez le MALDI-TOF qui peut vous donner une indication sur quoi vous devez vous concentrer pour réduire, bien sûr, l'apparition de nouvelles infections, surtout sur les exploitations qui fonctionnent déjà bien, qui font un bon travail avec une numération cellulaire relativement bonne, basse. Donc, si vous faites ces échantillonnages, vous pouvez avoir des informations sur ces staffs et vous pouvez voir les différentes espèces de staff et donc recevoir encore davantage, bénéficier davantage d'informations. Donc, les messages à retenir avant qu'on démarre la discussion et les questions, différentes techniques sont mises à disposition. Toutes leurs techniques ont les avantages et inconvénients. Ça dépend de la disponibilité des ressources et qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous préférez faire. Si vous voulez vraiment travailler sur des exploitations, il faut tenir compte de la biosécurité. Vous travaillez dans un environnement avec des risques, des bactéries.
Peut-être que dans ce cas aussi, on peut travailler, pas forcément travailler avec des géloses, mais plutôt avec les systèmes que j'ai présentés. Le nombre de bactéries détectées est peut-être plus limité par rapport aux mises en culture classiques. Il n'y a pas besoin de se soucier de la biosécurité. Et vous pouvez travailler directement avec le système sur l'exploitation. Ne vous souciez pas de l'identification puisque vous n'avez pas besoin de connaissances préalables. Si vous avez accès au PCR et si vous voulez avoir l'analyse au niveau du troupeau, la surveiller, bien sûr, c'est faisable, surtout parce que vous avez moins de faux négatifs et vous surveillez la présence de microplasmes et de Staph aureus. Donc, chaque technique, comme je disais, a ses avantages et ses inconvénients. Ça dépend de ce que vous avez l'habitude de faire, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Il y a plusieurs façons de mettre en place les diagnostics. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie surveillance et la prévention, mais pendant le prochain webinaire, on verra qu'on peut utiliser les données pour prendre des décisions pour la gestion de la vache tarie et prendre des décisions pour le traitement des vaches qui présentent des mammites cliniques ou sous-cliniques. Mais ça, c'est pour le prochain webinaire, comme je le disais. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, je serai très heureuse d'y répondre. Waouh, formidable, excellent. Des questions? One question for you, Sophie, Pas de about question. J'ai une question, Sophie, sur le PCR, c'est le microplasme. C'est spécifique, dépend des espèces. Ça dépend du système qu'on utilise et du kit qu'on utilise, mais la plupart du temps, c'est le macroplasme bovis et des espèces de microplasme qu'on retrouve. Le mycoplasme bovis est spécifique. Donc, dans le kit, c'est spécifique au mycoplasme bovis. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Est-ce qu'on peut différencier la meilleure façon pour différencier le lactococci, comme le Staphylococcus il suffit d'utiliser un test de sensibilisation antimicrobienne qui est typique. On peut observer la résistance et le lactococci n'est pas résistant. Le lactococci, c'est la mamite c'est un pathogène de mamite émergent. Donc, voilà, ça permet de bien voir la résistance aux antibiotiques. Bien. Hélène, comment allez-vous? Donc, un petit peu difficile, surtout quand on utilise la ventilation artificielle. Je n'ai pas entendu la question. Il n'a pas répété la question. Donc, si oui, la ventilation est trop forte, ça risque de faire s'envoler toute la litière, surtout si la litière est déjà relativement sèche. Donc, du coup, il faut réduire la puissance de la ventilation. C'est bien, si on veut réduire l'humidité, il y a 3 choses que l'on peut faire, même peut-être plus. La chose à faire, il faut bien les nettoyer et régulièrement, bien racler le sol plus fréquemment pour s'assurer que tout est sec. Donc, parfois, des environnements qui ne sont pas très bons pour les vaches et qui sont très glissants et c'est un désastre. C'est un gros problème aux Pays-Bas. Donc, il faut davantage d'eau pour nettoyer, vraiment intensifier le raclage, une ventilation moins puissante, ça c'est important aussi. Et vraiment bien nettoyer à l'eau, même si ce n'est pas très bon pour l'environnement. Donc, vraiment. Donc, il faut 4 millilitres. Pardon, j'entends très bien. Ah oui, on peut mettre du caoutchouc, voilà, un sol en caoutchouc pour éviter les glissades des vaches. C'est ce qu'il y a de mieux, voilà, pour éviter les glissades. La meilleure solution, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je dirais que, en général, on fait une distinction entre ceux qui ont un vaste spectre
pour les solutions pour le nettoyage des crayons. Donc, c'est ceux qu'on préfère, ceux avec un large spectre. Il peut aussi s'avérer moins bon pour la peau des pies, c'est parce que ça peut être un peu agressif. Il y a ceux qui sont plus doux pour les crayons, c'est bien, mais le spectre est un peu moins large. Et le chlorhexidine et les Serratia, là, c'est le spectre moins large. Si on utilise la chlorhexidine sur une exploitation, ce n'est pas toujours la meilleure possibilité, la meilleure solution. Donc, quand on choisit, on perd toujours un peu quelque chose. Choisir, c'est un peu renoncer. Et en général, on a des choses qui fonctionnent bien. Si la peau est sèche, si les vaches sont en pâture, l'été, la iodine est peut-être un peu trop dure ça peut encore sécher davantage le crayon. Mais si vous avez en plus une litière assez sèche, c'est pas forcément bon. Vous savez, les produits, ça varie en fonction des laboratoires qui les fabriquent, des produits, des établissements qui les fabriquent. Et il faut faire attention, bien sûr, à la peau au niveau du crayon pour éviter les irritations. Donc, je dirais qu'il faut utiliser vos yeux. Si un exploitant veut changer, c'est le qui doit, mais vraiment, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des crayons en bonne santé et aussi toujours, mais tout en étant capable, bien sûr, de prévenir les infections avec une bonne hygiène. Alors, encore beaucoup de questions. Je vois que Dirk a une question sur les vous avez pas de tests de sensibilisation. On ne peut pas faire une différence entre lactocoquille et strephuberis, mais on peut faire la différence streptoralaxis, strepdicalaxis et strephuberus. Lactocoquille, et il faut faire un test de sensibilité antimicrobiale qui est faisable si on a une mise en culture rapide, mais c'est une autre étape et la différence va être en fonction du test disponible, c'est le Streptococcus uberis et Staphylococcus. Peut-être une question de plus. On va essayer de répondre aux autres questions par mail parce que vraiment là, on dépasse le temps imparti. Donc, Sophie, est-ce que vous avez des questions de la part de Giovanni qui a une question? Alors, elle devra me lire la question de Giovanni. Est-ce que vous inquiétez avec la prévalence des chromogènes staph? Non, je ne m'inquiète pas, mais ça peut être une indication qu'il y a un problème avec cette bactérie qui est contagieuse par nature. Donc, il y a une transpiration. Donc, peut-être qu'il faut mieux contrôler la présence d'insectes ou peut-être que ça a eu lieu très tôt pendant la période de lactation. Donc, il ne faut pas sous-estimer cela, même si je ne m'inquiète pas. J'ai pu lire des études à ce sujet, d'ailleurs. Donc, 80% des infections ont été causées par des bactéries qui ne sont pas présentes sur l'animal. On a parfois l'impression que c'était l'animal qui était infecté dès le vélage, mais en fait, le lavage est infecté pendant la première lactation et pas pendant le vélage. Pour le staph chromogéneux, les chromogènes de staph, pas mal d'études. Si c'est une infection persistante, il faut faire quelque chose sur. Il faut la numération de cellulaire doit être en dessous de 200 000, donc il faut agir rapidement, surtout si vous avez des chromogènes de staph. Si la numération cellulaire reste élevée après 2 ou 3 fois, là, il faut prendre une décision. Est-ce qu'il faut traiter Mais on a observé ces deux mesures après le vélage. Si on voit un chromogène staph et si c'est toujours positif après un mois, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. OK. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça, cependant. Hein. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à ces questions qui n'ont pas été répondues. Donc, je dois maintenant clôturer le webinaire. Je m'excuse, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous aurez une réponse par email dans les jours à venir. Vous été assez nombreux à nous suivre ce soir, plus de 200 personnes. Donc, merci beaucoup. On sera enchanté de vous voir à nouveau. Donc, restez avec nous. On sera de retour en février l'année prochaine.
pour le troisième webinaire. Merci beaucoup.